Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Maître de Théroigne, qui est donc avocat spécialisé en jeunesse, qui va nous éclairer sur les aspects légaux d'un trajet de jeune vers la transition. Bienvenue, merci. Bien, bonjour à tous. Merci d'accueillir un juriste dans ce cénacle qui me semble quand même teinté plus de manière scientifique, socio-éducative, etc. J'ai encore l'impression d'être un petit peu un mohican, d'autant que j'ai reçu des consignes. On m'a tout de suite dit, donc Amaury, tu ne planes pas trop théorique, des casus. Et donc on va commencer par un casus. Et on va commencer par une jeune fille, on aura trois vignettes, comme vous aimez dire, hein, nous aussi, celle de Laura. Et alors que j'ai Laura devant moi, elle me lance « Je veux être émancipée ». Ça doit sûrement faire rappeler une série de souvenirs ou d'expériences même récentes à beaucoup d'entre vous. Le mot est lancé, l'émancipation, le sésame pour une liberté totale, l'affranchissement du regard et des consignes des adultes. Alors, qui est Laura ? Laura, elle se tient devant moi et elle a son look de rebelle. Du haut de ses 16 ans et 3/4, frange à 3/4 sur ses yeux, multiples piercings et tatouages marquant son visage comme autant de totems criant son adolescence tumultueuse et surtout un large training enveloppant toute forme de son corps. Depuis des années, elle enchaîne les lieux de vie. En fait, en gros, elle a commencé très rapidement après un passage éclair en pouponnière dans une famille d'accueil qu'elle a mis à mal assez rapidement. Elle a donc dû aboutir dans un SRJ du côté de Charleroi. Et après 2 années de stabilité, alors qu'elle a plus ou moins 14 ans, une audience annuelle, on est au tribunal de la jeunesse, qui apparaît, maman. Et vous connaissez tous la chanson de Jacques Cabrel, « Je l'aime à mourir ». Bon, c'est peut-être plus ma génération que la vôtre. Je n'ai pas trouvé de référence chez Stromae. Mais en attendant, la chanson de « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel, de Francis Cabrel, où il y a cette phrase merveilleuse qui est « Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire ». Et moi, depuis, maintenant, je ne voudrais pas dire combien d'années, mais un certain nombre d'années que je fais de la jeunesse, j'assiste fréquemment à des audiences où je pense à notre ami Francis Cabrel parce qu'une maman, un papa apparaît qui n'a rien fait, voire qui a abîmé son enfant pendant la prime naissance. On ouvre l'espace des bras, on crée le début d'un chouïa de possible et tout le reste s'effondre. Et c'est ce qui s'est passé pour Laura, qui a mis à mal son placement. On a été contraint de faire un codem, l'essai chez maman ne s'est pas transformé et nous avons alors eu ce butinage d'institution en institution, plus ou moins urgente. Et puis, ça et là, la mobilisation des citoyens bien pensants, puisque l'une des qualités de Laura, c'est d'utiliser ce que moi j'appelle la parole magique, cette parole merveilleuse qui vous permet soit de teinter, on a un peu de demande de pardon, soit teinté de vraies promesses, de tenir les adultes à l'écart et de pouvoir solliciter la bienveillance de certains. Et donc, elle a eu 1 ou 2, 3 autres familles d'accueil qui, hélas, n'ont pas tenu tellement plus longtemps. Je veux être émancipée, c'est donc la dernière trouvaille de Laura qui, soit dit en passant, est en fugue de Saint-Servais puisque, à un moment donné, le juge a essayé de trouver un délit prétexte, soupirail déplacé, porte entrouverte, etc. puisque vous savez que de nos jours, encore plus, un mineur est soit un mineur délinquant, soit un mineur en danger. Encore hier, j'étais à une audience où je posais la question au juge de dire combien il voyait de jeunes devant lui. Parce que moi, je n'en voyais qu'un seul. Mais pour le juge, il y en avait 2, le mineur délinquant et le mineur en danger. Mais donc, il faut devenir mineur délinquant pour, à un moment donné, se trouver un petit peu encadré dans une IPPJ, à défaut d'aller, évidemment, dans des centres du type de celui du Tamaris dont on vous a parlé. Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par être émancipé ? Alors Laura, elle a sa réponse toute prête. C'est là qu'ils sont quand même touchants et désarmants. Puisque le juge m'a bien dit la dernière fois qu'elle ne savait plus quoi faire de moi, je lui propose de régler son problème. Si elle m'émancipe, je serai comme une adulte, elle ne m'aura plus sur le dos. Ok. C'est quoi être un adulte ? Toujours avec la répartie que je lui connais.
C'est pouvoir décider tout seul, sans devoir attendre l'accord des autres. C'est avoir son appartement, pouvoir se lever quand on veut, mais peut-être mon expression non verbale, elle se reprend et dit « mais peut-être pas trop tard quand même ». Recevoir de l'argent du CPS, nouvelle expression non verbale, puis trouver un travail à un moment donné. Bref, Laura ne manque pas de répartie. Et de renchérir, lors de mon passage à Saint-Cervé, une copine m'a expliqué que l'émancipation, c'était la solution. D'ailleurs, si sa juge ne l'émancipait pas, elle se mettrait enceinte, comme ça la juge serait obligée de l'émanciper. Nous voilà dans le cœur du sujet, puisque avec ma casquette de juriste, je ne vais pas du tout aussi bien vous parler de ces politiques jeunesse et ces transitions 17-23 ans dont on vous a parlé de manière sans doute plus psy, éducative, sociologique, mais je vais vous parler d'un point de vue juridique pour d'abord peut-être vous décevoir. Oh, ça marche bien. Laura, on l'a vu, en vous disant que déjà dans un colloque précédent, parce qu'en fait tout le monde a beaucoup tourné autour des politiques jeunesse dans les années 2012-2013. Il y a eu sur ce colloque par rapport à ça, et puis maintenant c'est revenu notamment dans la santé mentale avec toute une série de politiques pour les 16-23 ans, dont je pense une chaire et le travail aujourd'hui tourne autour de ça. Et donc je me suis renseigné sur jeune. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, dans le PowerPoint précédent, je voyais souvent majorité et minorité. Eh bien, jeune, vous devez savoir que pour nous, les juristes, nous sommes quand même un monde à part, ça n'existe pas, ou très peu, puisqu'en réalité, vous avez mineur, vous avez enfant, vous allez retrouver dans le Code civil, en Constitution, etc., mais jeune, zéro. C'est une notion politique, c'est une notion sociologique, c'est une notion que l'on peut comprendre au niveau psychologique, qui a tout son sens, mais qui, dans la sphère juridique, cède le pas, en fait, à deux notions, mineur ou majeur. Nous reviendrons à Laura, mais nous allons analyser ce point-ci. Alors, j'ai marqué tout de suite en dessous, évidemment, hein, c'est une fiction, hein, c'est un truc de magie, d'ailleurs, qui fait qu'en réalité, je souris parce que c'est un grand-père qui nous rappelait ça hier, on a un grand-père famille d'accueil qui a un jeune chez lui qui... Voilà, psychologiquement, on va devoir sans doute l'assister un petit peu après ses 18 ans, vu les limites qui sont les siennes. Et alors, on dit, il va falloir commencer à faire certaines démarches. Et le grand-père de nous dire, on a le temps, il sera majeur à 21 ans. Du temps de sa jeunesse, il n'avait sans doute pas tort, mais depuis 1990, nous sommes à 18 ans, hein, bien après, d'ailleurs, notamment la France. Mais donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un régime de plein pouvoir, j'ai 18 ans et plus. Et puis, on a un régime d'incapacité, j'ai moins de 18 ans. Une incapacité, retenez cette idée, qui est faite dans un seul objectif, en tout cas un seul objectif avoué, celui de la protection. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on va revenir sur cette politique jeunesse qui vise à mêler des mineurs et des majeurs. La question va être, mais qu'est-ce que le mineur a à perdre? Il a sûrement des choses à gagner. Mais dans certaines de ces politiques, n'a-t-il pas des choses à perdre? Notamment, pour ceux qui sont dans le secteur depuis un certain temps, dans l'émergence de ce qui va avec les droits que l'on donne de plus en plus aux jeunes, 14, 16 ans, etc., qui est l'idée de, avec le package « je te donne plus de droits », je te vends, tu es plus responsable. Sous-entendu, tu es plus pénalement responsable, plus civilement responsable. Ce qui va à l'encontre d'une philosophie inscrite au départ, qui est de dire, jusqu'à 18 ans, normalement, tu es sous un régime de protection. Alors, oui, je vous passe l'abaissement. Concomitamment à ça, vous avez, et c'est intéressant parce que c'est pour moi le même processus qui est en train de se passer avec la notion jeune maintenant, mais non seulement vous avez donc un enfant établi comme celui qui est incapable, mais qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, par différentes conventions, dont la Convention internationale des droits de l'enfant, va petit à petit acquérir des droits spécifiques. Des droits spécifiques qui vont être répartis en deux catégories, ceux qui rencontrent l'idée de protection et ceux qui rencontrent l'idée de l'automisation du jeune, le fait que celui-ci puisse petit à petit va pouvoir avoir des droits qu'il va pouvoir gérer. Le droit de participation
le droit de pouvoir donner son avis dans certains cas, le droit d'être, comme c'est le cas maintenant dans le cadre de l'aide à la jeunesse, à devoir marquer un accord dès 12 ans, dès 14 ans, avec une protection, si c'est 12 ans, celle d'un avocat, est-ce une protection, on pourra en parler, mais en tout cas, le fait de pouvoir petit à petit exercer des droits. Voilà, là vous avez ces deux vocations, donc deux éléments, la vocation protectionnelle et les droits à l'autonomie. Et donc on va développer le concept d'enfant autour de cette double dynamique. Il n'est un petit homme qui n'est pas tout à fait l'homme, et à ce titre-là, on va devoir le protéger d'une certaine manière, et en même temps, il est sur le chemin pour devenir un adulte, et il faut éviter une césure qui serait l'avant et l'après 18 ans, et donc il faut lui permettre de plus en plus de pouvoir acquérir une autonomie. Par exemple, dans la loi des patients, vous le savez, dès que le jeune a le discernement est de plus en plus en grandissant, eh bien, il va devenir le centre de décision par rapport à sa santé. Et il va y avoir une articulation entre ce qui va continuer à appartenir aux parents, dans le cadre de leur autorité parentale, et d'un autre côté, ce qui va de plus en plus appartenir aux jeunes. Et il y a toute une série d'autres domaines, c'est le cas, chose qu'on ne sait pas, par exemple, on dit, mais il faut toujours avoir l'autorisation d'un parent pour ouvrir un compte en banque. En fait, à partir de 16 ans, un jeune peut ouvrir un compte en banque. Il y a juste la spécificité qui ne peut pas être un compte qui peut aller en négatif. Pour se couvrir, beaucoup de banques demandent malgré tout l'accord des parents. Mais en réalité, légalement, le jeune peut le faire. Le jeune peut signer un contrat. La seule chose, c'est que si le contrat est lésionnaire par rapport à lui, tiens, on me fait signer un contrat merveilleux pour acheter une Ferrari alors que je n'ai pas les premiers moyens, eh bien, alors même que j'ai obtenu la Ferrari ou simplement un ordinateur ou la Ferrari des jeunes, simplement un iPhone, eh bien, je pourrais simplement le garder ou voilà, l'avoir détruit haute. On me demande de continuer à payer. Ben, j'étais mineur, ce contrat était lésionnaire par rapport à mes moyens financiers. Protection, régime de protection, on va dire, dans ces conditions-là, il n'y a pas d'obligation de continuer à payer. Et comme le magasin iPhone n'a pas choisi d'associer les parents au contrat, il a pris un risque qu'il a à supporter. Alors, oui, juste pour vous dire qu'en plus, la notion de jeune qu'on va retrouver notamment dans le Code va prendre des atours différents. Donc, selon les politiques, un jeune, il aura 23, 22, 25 ans. Donc, vous savez que, par exemple, dans les politiques néerlandophones liées à la jeunesse par rapport à la délinquance, l'idée, basée de nouveau sur les travaux de criminologues et sociologues, est de rassembler des jeunes de 14-16 ans jusqu'à 24-25 ans en disant qu'il y a là un type de délinquance qui peut parfois être assez semblables, mus par des schèmes qui sont un peu les mêmes et par rapport auxquels une attention particulière devrait être apportée pour éviter un enlisement dans la délinquance. Et donc, on va développer des politiques pour des jeunes, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes âges qu'ailleurs lorsqu'on parle de jeunes. Alors, pour un juriste, quand on parle de fameux jeunes de 16 et 24 ans, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, ça représente ceci. Vous prenez un grand sac, vous mettez des pommes, les mineurs, vous mettez des poires, des majeurs, vous secouez un peu et vous arrivez à ceci. Alors vous arrivez à ceci, certains diront que c'est très goûtu, une bonne panade, mais c'est quand même assez indifférencié et à terme, ça peut peut-être même être totalement contre-productif pour le jeune ou le majeur lui-même. Avant de détailler ça, j'en reviens à Laura. Quand Laura me demande d'être émancipée, elle, qu'est-ce qu'elle me propose ? Elle me propose d'utiliser la baguette magique, de dire « je suis une pomme, abracadabra, jugement d'émancipation, je deviens une poire ». Mais il y a quelque chose qui est censé, puisque je ne suis pas l'un à en devenir de l'autre, je parle comme juriste. Ce que dit un juriste est censé, c'est peut-être autre chose, mais en attendant, j'étais une pomme, je deviens une poire, j'ai tous les droits de la poire et je ne dois plus être considéré comme une pomme. C'est exactement ce qui se passe avec l'âge des 18 ans. Vous avez tous été confrontés au fait que le jeune, entre la veille de son anniversaire des 18 ans et le lendemain, il n'a pas changé. Il est peut-être toujours aussi colérique, peut-être aussi charmant, mais en attendant, il a totalement changé. Il y a une fiction de droit qui, par magie, a fait « Toums, 18 ans, désormais tu es quelqu'un d'autre que celui que tu étais avant ». C'est exactement la même chose qui se passe avec le dessaisissement.
Où là aussi, mais la magie est plutôt de la magie noire, on va dire, et c'est un reliquat du passé, qu'à 16 ans, certains jeunes, c'est quand même incroyable, hein, les plus abîmés, eh bien, tout compte fait, on va les transformer en poires. Comme ça, on va les mettre du côté des majeurs, et là, boum, ils auront une peine, et on ne va pas trop regarder ce qui va se passer pour eux. Et puis voilà, la magie a opéré, c'est un jugement, et on se retrouve de l'autre côté. Mais donc voilà ce que nous demande Laura. Alors, personnellement, je pense que la politique magique ou la politique qui viserait à faire de la marmelade doivent nous interpeller. Et j'en veux pour preuve, au fond, ce qui est en cours. J'en ai parlé avec notamment l'illustrissime Étienne Joiret, hein, sur les politiques jeunesse, je vois déjà sourire, les politiques jeunesse, enfin pas jeunesse, mais au niveau santé mentale, qui visent de plus en plus à réunir des jeunes qui ont moins de 18 ans avec des jeunes qui ont plus de 18 ans. Et de toutes les questions que ça peut poser, notamment quand on est dans des lieux, allez, pour ne pas créer la polémique ici, que j'appellerais ouvert-fermé, ou fermé-ouvert, ou voilà, dont on doit réfléchir un petit peu leur forme, un peu comme on l'a fait récemment pour les IPPJ. Et donc on y réunit de nouveau des pommes et des poires, dont je dis que ça reste des pommes et des poires. Et me semble-t-il, ce qu'amènent les politiques par rapport aux 16-23 ans, quel que soit le secteur, eh ben c'est de la pêche. Pourquoi c'est de la pêche? Parce que c'est du bonus. C'est-à-dire que si dans cette politique, le mineur perd sa protection pour être à moitié considéré comme un majeur, il est perdant. Si dans cette politique, le majeur se trouve quelque part mis sous tutelle, sous une sorte de protection alors qu'il est majeur, il est perdant. Et donc, d'attirer votre attention sur le fait que toutes ces politiques en aide et protection jeunesse qui veulent toucher des jeunes, c'est-à-dire des personnes relevant de deux catégories différentes, pour nous juristes, en tout cas pour moi, je n'oserais pas étendre ma pensée à tous les juristes, apparaît comme contre-productive quand elle vise, pour finir, à retirer des droits aux pommes et aux poires qui sont l'objet de ces politiques. Elles doivent les considérer comme telles et leur donner du bonus. Alors le bonus peut être pour un mineur du plus d'autonomie, bien sûr, puisque c'est dans l'esprit de la loi. Pour un majeur, du plus d'accompagnement, peut-être même une certaine forme de cocooning, mais en tout cas, ne peut pas changer l'essence profonde qui est la leur en tant que mineur et majeur. Un autre petit graphique, tant qu'on est dans cette allégorie des fruits, l'été est bientôt là, c'est cette idée de transition qui est continue. Bien souvent, nous véhiculons l'idée de ce que la transition, c'est les 18 ans. Ce qui, comme ça a été rappelé dans l'exposé précédent, est vecteur d'angoisse. Hein, qu'est-ce qui va se passer cette nuit, hein, où je vais changer? Comment serai-je demain? Quel va être le regard des autres sur moi? Suis-je responsable? Alors, on peut répondre à toutes ces questions-là, mais il est évident que si, dès le départ, on explique que nous sommes sur un chemin de transition qui a commencé bien avant par rapport aux jeunes, et qui continuera bien après. J'ai hésité au niveau de poire blette que je mettais à 25 ans, puis je me suis dit que je devais trouver quelque chose qui, vu de loin, passait. Je crois que c'est le cas. Mais en attendant, vous mettez la charnière des 12 ans, elle est fondamentale. Que ce soit par exemple d'un point de vue scolaire, que ce soit d'un point de vue les moments où on peut être en autonomie, etc. 14 ans, on est reparti, on a une série de décisions. 15 ans, 16 ans, la fameuse majorité sexuelle à 16 ans, dont certains voulaient la descendre à 14. Voilà toutes des étapes qui montrent que, en fait, ce mineur, c'est vrai au départ incapable, c'est vrai dans un régime de protection, va petit à petit évoluer de plus en plus et que le rôle des adultes, c'est ni de l'enfermer dans un carcan de protection, encore pire, pour son bien-être, hein, ni de le laisser dans une liberté totale et qui nous défausse de notre responsabilité, mais de rester au moins jusqu'à ses 18 ans à ses côtés dans notre responsabilité d'adulte, de protection qui devient un soutien pour l'accompagner dans une transition qui va continuer effectivement, mais on pourrait mettre les 20-22 ans, c'est ce qui fait que, eh bien, on va avoir des mesures qui peuvent être prolongées, par exemple on a des protections de la jeunesse, alors selon Bruxelles ou la Wallonie, 20 ans, 22 ans, on a les 25 ans dont je vous parlais pour une série de choses, donc par exemple certaines politiques pour les jeunes au niveau pénal, et puis on peut continuer ensuite. Donc différentes choses par rapport à ça, différents enseignements. Un, clairement, le juriste que je suis vous dit qu'il y a une
rigidité clairement au niveau juridique qui ne correspond quasi jamais avec l'évolution psychique, physiologique même parfois d'un jeune. C'est clair que quand on dit à un jeune « demain tu as 18 ans, tu deviens une poire », eh bien pour certains, tombent en compote parce qu'ils sont psychiquement pas du tout encore prêts à vous voir passer ce cap. Et donc il y a là lieu de réfléchir peut-être à des modalités qui permettent d'assouplir cette rigidité juridique. Deuxièmement, on vient d'en parler, cette vision de la transition continue, pour moi, diminue l'angoisse dont on parlait, hein, cette idée du « qu'est-ce qui se passe avant, après 18 ans ?» Et puis, de là, autour du passage des 18 ans ici, eh bien, vraiment, c'est de créer un estran qui est assez fou, et on va en parler avec un deuxième casus, celui d'Isabelle, pour la prise en charge du jeune. Alors, j'ai entendu dans certaines interventions que c'était évoqué, c'est cette idée d'une sorte de continuum, c'est-à-dire d'éviter, hélas, tout ce qui est en train de se passer dans la logique gestionnaire qui est en cours, notamment en aide et protection de la jeunesse, j'imagine aussi en santé mentale, hein, qui est de dire on doit bien plier les choses dans les cases qui sont mises, et puis après, c'est censé être réglé, si ce n'est pas réglé, vous n'avez pas à prolonger votre intervention. Il faut se battre contre toutes ces évolutions, notamment juridiques, en permettant, oui, le double mandat, oui, de dépasser parfois les 18 ans quand c'est nécessaire, oui, d'obtenir encore une série de subsides spécifiques pour certains jeunes, de manière à faire que entre l'avant 18 ans et l'après 18 ans, on dit cet estran. L'estran, vous savez que c'est cette zone humide hein, entre la mer et le sable chaud, hein, qui est quelque chose qui n'est pas trop sable mouvant, mais au contraire qui permet petit à petit un passage beaucoup plus souple entre ces deux pôles. La création de services qui sont mixtes, c'est-à-dire qui, dès le départ, peuvent avoir et des mineurs et des majeurs, est évidemment quelque chose d'intéressant, pour autant qu'ils n'enlèvent pas les caractéristiques appartenant aux mineurs et aux majeurs. Et alors, le dernier point, je veux déjà en parler maintenant, mais je pourrais en revenir là-dessus dans ma conclusion, c'est d'offrir des conditions socio-économiques permettant la transition. Je vous invite à lire La Grande Fracture, un livre de Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie, non pas pour vous farcir un taux entier d'économie, mais parce que, en fait, il démontre que ce que nos sociétés sont en train de vivre aujourd'hui, dont on voit certaines affres, notamment dans l'évolution politique de nos pays, hein, le choix d'aller vers d'autres partis, la rudesse avec laquelle les idées vont s'exprimer, même dans les pays proches des nôtres. En fait, lui décrit le fait que, suite à une série de décisions prises par la Troïka, donc l'Union européenne, etc., on a créé les conditions de deux choses. D'abord, d'une non-accessibilité à des moyens d'autonomie et une certaine richesse pour les jeunes, et deux, d'une vraie fracture, mais une fracture de type confrontation entre les générations âgées, notamment celles qui ont bénéficié des années 60 et qui ont maintenant, vous voyez autour de vous, hein, quand vous demandez à ceux qui sortent maintenant les pensions qu'ils ont, à ceux qui rendent les pensions qu'ils auront, on ne parle pas de la même chose, hein, quel que soit le secteur. Et donc pour lui et pour d'autres, il y a là le germe de quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a normalement 4 seuils qui définissaient le passage de la majorité à l'âge adulte. On remonte dans le temps. Hein. Alors au niveau de ces 4 seuils, il y avait la fin des études, qui est clairement mentionné. Là, on est beaucoup plus dans des continuums d'études maintenant qui sont demandés après les 18 ans, si on veut avoir un espoir de place, etc. Et même dans le cadre professionnel ou autre. Il y a... j'ai oublié. Donc, l'entrée dans la vie professionnelle, mais une vraie entrée, donc avec un job qui crée une autonomie financière. Combien de nos jeunes et jeunes adultes sont avec des emplois qui ne sont pas des emplois précaires ou des emplois qui ne leur permettront pas d'avoir cette autonomie financière. Il y avait le départ du cocon familial, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir, même en location, un nouveau logement de nouveau. Regardez autour de vous, voyez le prix et des maisons et des locations, est-ce que ça permet encore cela? Et alors, il y avait l'institution mariage qui, à l'époque, fondait la famille, alors que dorénavant, ce qui fonde la famille, c'est l'enfant. Là aussi, on pourrait en parler pendant des heures et voir l'évolution juridique par rapport à ça. Donc, on avait 4 seuils qui étaient des marqueurs d'un passage de l'un à l'autre. Et en fait, ces seuils se sont totalement étiolés, ce qui fait que quand on vous parle, alors non pas de ces 16-18 ans, mais de ces 18-25 ans ou 24 ans ou autre, en fait, on vous parle de personnes qui n'arrivent pas à sortir de l'estran. Ils sont entre quelque part
tard, au moment de l'enfance, un petit peu protégé, l'eau était chaude, etc. On leur a demandé d'en sortir. Ils veulent aller sur le sable chaud. Le sable chaud, c'est à des kilomètres. Ils ne sont jamais sûrs de pouvoir l'atteindre. Et du coup, le développement de politiques, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de nos États, pour essayer de rencontrer ces jeunes-là et de pouvoir faire quelque chose avec eux. Allez, je vous ai promis des petites histoires. On en prend une deuxième, parce que j'adore de parler du droit à l'insouciance. C'est l'histoire d'Isabelle. Isabelle est raccroppatée sur sa chaise devant le bureau de son juge. Elle écoute le rapport fait par son institution sur les 6 derniers mois de son placement. Bon, manifestement, la situation s'est détériorée. Elle approche tout doucement de ses 18 ans. Et c'est comme si, à l'approche de cette date fatidique, Isabelle avait choisi de régresser. Moins autonome, plus gamine dans sa relation avec les autres, elle fait preuve d'une sorte d'immaturité que le SRJ de son aveu ne lui connaissait pas. S'adressant à Isabelle, le juge lui demande « Mais nous sommes bien d'accord sur le fait que tu es majeure dans 3 mois et que tu ne pourras plus rester dans ton institution. Donc il est temps que tu te prennes en charge, injonction, et que l'on trouve avec toi un logement, deuxième injonction, où tu seras suivi par une équipe de mise en autonomie. » Tous les regards, en ce compris celui de ses parents, se tournent vers Isabelle. Va-t-elle répondre à cette injonction, cette demande commune, lui demandant de grandir plus vite que les autres, d'être prête à assumer sa majorité de manière pleine et entière dès ses 18 ans. Isabelle, elle regarde ses pieds, qu'elle balance avec nervosité. Elle n'ose pas affronter le regard des adultes qui l'entourent. Par dépit, le juge se tourne vers moi en me lançant « Bon maître, Isabelle a-t-elle pu vous donner des explications sur son comportement de ces derniers mois ?» Alors, ce qu'Isabelle a pu déposer dans mon bureau, c'est son droit à l'insouciance. Elle sait parfaitement que la vie d'adulte est toute proche et qu'elle sera très compliquée. Il lui reste 3 ans pour finir sa formation de base. Elle ne pourra bénéficier d'aucune aide ou soutien financier ou éducatif de la part de ses parents. Son réseau d'amis est fragile. Bref, rentrer dans le monde des adultes lui semble loin d'une sinécure. Alors oui, elle aimerait bien pouvoir profiter d'une des caractéristiques importantes de l'adolescence, l'insouciance. Cette insouciance qui vous permet de privilégier l'accessoire, voire le futile au principal ou à l'efficace. Les amitiés de passage aux relations utiles. Une gestion des horaires dictée par les battements du cœur plus que par ceux du cerveau. L'insouciance qui privilégie un certain libertinage émotionnel par rapport à une relation stable et durable. Une ode au rien faire qui permet si efficacement aux ados de remplir leur temps. L'insouciance qui vous permet de vous raccrocher au lambeau d'une enfance dont les vertus sont soudainement ravivées à l'approche de la majorité. Alors peut-être que ça fait écho chez vous à des situations vécues, mais moi je suis toujours sidéré, le premier à plaider aux côtés de ces jeunes, sur le fait qu'on demande à ceux de nos jeunes qui sont les plus fragilisés d'assumer le rôle de l'adulte à un moment donné où ils n'y sont pas prêts et dans un monde qui ne fait pas de cadeaux aux adultes. Car c'est ça qui se passera entre le soutien d'un Tamaris et le soutien d'un CPS. C'est que Tamaris, par exemple, ou dans d'autres services, on ira de temps en temps, même souvent, on va retendre la main aux jeunes. On va comprendre que dans le « je ne suis pas venu à l'entretien », il y a peut-être autre chose que simplement « je vous envoie tous péter ». Alors que lorsqu'on sera avec d'autres services, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un minimum de bienveillance, mais malgré tout, on renvoie à cette notion de responsabilité et de dire, là, tu n'es pas venu 3 fois, passe son tour, il y en a 4 derrière toi, et c'est eux qui vont prendre la place pour le logement, pour ceci ou pour cela. Et donc, je suis vraiment souvent aux côtés de ces jeunes, comme d'autres avocats, à pouvoir revendiquer ce droit à l'insouciance. Ce droit de dire, vous savez, ce qui m'attend est tellement dur que cette protection qui m'est encore octroyée quelques mois, et d'ailleurs, si je pouvais la prolonger un petit peu après mes 18 ans, j'aimerais bien avoir ce parapluie. Est-ce totalement illégitime? Cela ne me le semble pas. Alors, je pense avoir déjà explosé presque le temps. Je n'avais encore que 22 autres vignettes. On va donc aller un peu plus vite. Politique du Conseil de l'Europe, les balises.
Bon, j'imagine qu'on vous transmettra le slide, donc vous les aurez. Ça me semblait intéressant pour vous de pouvoir voir les différentes étapes. Quand je vous ai parlé de ce continuum par rapport aux jeunes, souvent c'est des questions qui nous sont posées, de dire tiens, à partir de tel âge, qu'est-ce qui est possible ou pas, etc. Eh bien, à vos heures perdues, ce week-end, samedi ne s'annonce pas beau, je suis sûr que vous lirez attentivement ces différentes balises. On va donc les passer. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient absolument importantes. Majorité pénale, on en a parlé, parce qu'il y a deux autres choses dont je vais vous parler. Isabelle, on en a parlé. Oui, j'avais fait aussi mon petit sondage sur les jeunes, sur quit. Alors bon, émancipation, autonomie, etc. Et donc, avec d'autres avocats, on s'est amusé à voir parmi nos jeunes qu'est-ce qu'ils pensaient de cette mise en autonomie, cette injonction d'être à 17 ans et demi déjà top de chez top. Alors, le positif, c'est la liberté de décision et de mouvement, l'indépendance financière, est sortie de l'institution ou d'une famille qui est considérée à ce moment-là comme étouffante, mais c'est très amusant de leur parler d'institution 6 mois après, et d'être considérée comme un grand. Du côté négatif, la responsabilité et l'angoisse, c'est vraiment très très important, les limites financières et la difficulté à faire face. Et c'est clair que vu la pression sur les loyers, c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes d'arriver à pouvoir faire quelque chose. La solitude, on l'a évoqué, le manque de référents et l'impression de devoir prouver plus que d'autres. C'est comme si on leur disait, mais tu sais, regarde, on t'a mis un service, on t'a donné un appartement, on t'a donné une invité, etc. Ben, tu nous es redevable. Et donc, maintenant, tu vas nous montrer que tu es picobello, etc. Ben, rien que ça, c'est quelque chose qui est lourd à porter quand on n'a que 17 ans et demi. Alors, on va passer l'histoire de Mathieu, sinon on va tout à fait exploser le délai, mais c'est une histoire vraiment touchante aussi. Pour venir sur un autre point dont j'avais envie de parler avec vous, c'est un enfant de plus de 18 ans, en famille, c'est le même et c'est plus le même. C'est vraiment tout ce travail à faire avec les parents et avec le jeune sur qu'est-ce qui change dans la relation entre vous. Donc, dans l'histoire de Mathieu, c'est un papa qui vient parce qu'il voudrait faire avec Mathieu dans un souci de protection, comme il faisait avec Mathieu quand il avait 14, 15, 16 ans, etc. Alors, déjà, 15, 16, 17 ans, ça devient un petit peu tard, mais enfin, soit. Mais en tout cas, il ne peut plus le faire lorsque Mathieu a 18 ans, 18 ans et demi. Quand il vient me voir, Mathieu, il en a 21. Non, ça, il ne va plus lui dire quand il peut rentrer ou sortir. Est-ce que, du coup, Mathieu peut dire, moi, c'est l'acquis, c'est l'hôtel chez papa? La réponse, elle est bien sûr. Non, elle n'est pas possible non plus, cette réaction. Et donc, il faut se réfléchir. Alors, est-ce qu'on doit aller vers un petit peu ce qui est de l'ordre de la cohabitation, avec les pactes de cohabitation qu'on connaît maintenant ou autre. Mais donc, il y a là un foyer passionnant qui vient renvoyer à l'acceptation d'un jeune qui n'est peut-être pas la projection de ce que j'avais voulu qu'il soit, que je dois continuer à soutenir, à aimer, tout en acceptant qu'il devient différent. C'est un chemin qu'on fait avec des parents et qui est souvent passionnant, mais j'ai attiré votre attention ici que si ce n'est le maintien des aliments, et encore, on pourrait en parler avec certaines conditions, en réalité, dès que le jeune a 18 ans, une grande partie de l'autorité parentale cesse du jour au lendemain, dont ce droit extraordinaire donné à une personne qui est celui de contrôler les déplacements en anneau, de dire non, tu n'iras pas chez tel ami, non, tu dormiras, tu rentreras à telle heure, etc. Ça, c'est fini. Ce qui est aussi fini, c'est la responsabilité des parents, puisque le jeune commet un fait à 17 ans, 11 mois, 30 jours, les parents sont responsables, il fait le même fait 3 jours plus tard, il est majeur, et donc la victime ne pourra se retourner que sur l'enfant. Donc c'est toutes des choses, évidemment, qui viennent faire évoluer la relation entre ces, entre guillemets, jeunes, mais en réalité majeurs d'un côté, et mineurs de l'autre, et leurs parents. En conclusion, rapidement, je vous l'ai dit, vous l'aurez compris, les politiques jeunesse ont du sens, montrent, témoignent de ce que notre société est sensible à cet âge compliqué des 18 et même des 16, 23, 25 ans, mais pour moi, si elle s'inclut, elle se comprend comme étant du bonus, une sorte d'obligation en plus de la société face à ces difficultés et non pas comme une restriction des droits de ces pommes et ces poires. 2, la mise en place de moyens humains pour accompagner la transition des jeunes et des majeurs est essentielle. Et je pense que dans le domaine, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le 3e point, on aura beau faire encore 25 000 services comme ceux qui ont été évoqués aujourd'hui, ça ne changera rien si on ne permet pas à ces jeunes de pouvoir accéder de manière pleine et entière à ce qui constitue l'être adulte, notamment par le biais d'un ancrage dans la société, d'une autonomie financière, d'une possibilité de pouvoir sortir du carcan familial. Donc ces points-là sont essentiels et ce débat-là,
eh bien, il existe de manière extrêmement compliquée. On a eu l'exemple du Canada. Au Canada, comme quoi il y a quand même des politiques qui sont encore parfois intellectuellement honnêtes ou qui prennent des risques, la majorité en place, peu de temps avant les élections, décide de modifier les pensions alimentaires en vue de développer des moyens pour cette fameuse catégorie de jeunes. C'est voté, c'est mis en place, etc. Élection, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, cette majorité, mise de côté, nouvelle majorité, première chose que fait la nouvelle majorité, cette loi, mise de côté. Donc ça montre cet enjeu de génération entre ceux qui disent bah, j'accède enfin à quelque chose et on ne va pas me le restreindre, et ceux qui disent mais attendez, vous êtes en train d'avoir tout pris, vous aviez le logement pas trop cher, vous aviez ceci, cela, et nous, qu'est-ce qui nous reste? Mais l'accompagnement de l'évolution de la relation parents et enfants majeurs, c'est vrai que là aussi, je le dis souvent, hein, si on mettait encore plus de moyens sur le soutien à la parentalité en aide et protection de la jeunesse, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais si on dégageait encore des moyens là-dessus, je pense qu'on éviterait beaucoup de problèmes et beaucoup de ritournelles à la Francis Cabrel qui viennent casser toute l'énergie qu'on a mis pour essayer d'extraire ces jeunes, les mettre dans d'autres milieux et pour les voir pour finir retourner chez leurs parents. Voilà, mais je vous remercie d'avoir écouté mes quelques fariboles. Merci beaucoup, Maître de Théroigne, pour cet exposé passionnant, moi je trouve, et très pédagogique